fiancé ou un truc, il n'y en a que 4 qui s'appellent Inès, je crois. D'hommes? Pas beaucoup, ouais. Ah Pas beaucoup. Si vous en connaissez un, vous le dites. Ah, moi, tu vois, t'es spécial. Nous allons tester notre couple, Insa et moi. Bon, ça fait un petit moment qu'on est ensemble et on se pose beaucoup de questions sur notre couple. En fait, depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie. C'était pas mon choix. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Il y a 2 semaines, Cyprien annonçait avec fracas qu'il n'avait plus de contact avec Squeezie depuis 2 ans. Les réseaux sociaux se sont alors enflammés face à la fin de ce qui a été pendant un moment un des duos les plus populaires de YouTube francophone. Quelques jours plus tard, sous la pression du public, probablement, Squeezie répond dans un texte avec sa vision de cet éloignement. Et juste pour être tout à fait clair, même si je pense que vous vous en doutez, surtout si vous êtes un habitué de la chaîne, l'objectif, ça va pas être de désigner une victime ou un coupable, ni même de trancher dans cette affaire. Au contraire, en fait. Car, en réalité, il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'un phénomène assez récurrent pour qu'il mérite d'être souligné selon moi. On peut penser à Mastu et Amixem qui avaient eu un différend quasiment similaire, bien que traité différemment il y a quelques mois. Je voulais donc en profiter pour revenir sur les différents problèmes que peuvent poser les relations entre youtubeurs, sans pour autant trop surfer sur un buzz avec aucun recul. Également, il ne sera pas ici question des couples de youtubeurs, ni même des clashs qui pourraient suivre la fin de ces relations amicales. J'ai déjà abordé ces questions dans de précédentes vidéos, et selon moi, c'est différent, même si évidemment certains points se rejoignent, notamment dans la relation parasociale. On va donc procéder en 2 temps, en voyant dans un premier temps les difficultés intrinsèques de ces relations, puis le rôle des viewers, de l'audience, qui est plus important qu'on pourrait le penser. Je tiens aussi à préciser que de nombreux points abordés dans cette vidéo l'ont déjà été précédemment, donc je préciserai à chaque fois, mais vous verrez, on va essayer d'aller un peu plus loin. Les relations entre youtubeurs sont très particulières. Elles sont le résultat d'un mélange d'entraide et de concurrence. En effet, sur YouTube, il est primordial d'avoir un réseau d'amis comme dans tout domaine. D'ailleurs, un des premiers conseils que donne YouTube pour les créateurs est de faire des collaborations avec d'autres créateurs. Ça crée évidemment une synergie, ça permet de se faire connaître auprès d'une autre audience et les crossovers sont particulièrement attractifs. Et si vous avez le moindre doute, il suffit de jeter un coup d'œil aux films qui ont cartonné ces dernières années. C'est souvent des crossovers entre des univers qu'on connaît bien. D'ailleurs, ça commence un petit peu à poser problème parce qu'on retrouve de tout et de n'importe quoi. Je pense notamment à Space Jam 2 qui se base entièrement là-dessus et dont le film n'a aucun intérêt à part de faire un crossover entre tous les univers Warner Bros. Bref, sur YouTube, c'est un peu pareil. Si vous mettez 2 créateurs que le public connaît bien, et forcément, ça va attirer encore plus les gens. On a même vu se développer des groupes de youtubeurs. Et pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet vers laquelle je vous renvoie. Mais rapidement, une question s'est posée. Est-ce que ces youtubeurs faisaient des vidéos ensemble parce qu'ils étaient potes ou parce que c'était bénéfique professionnellement? De manière générale, la frontière entre amitié et relations professionnelles avec des collègues peut poser problème. Il est reconnu qu'avoir des bonnes relations avec ses collègues aide à rendre le travail plus attrayant et moins difficile. C'est ce que défend Mastu par exemple, qui explique avoir eu besoin d'un cadre avec des relations de proximité pour mieux se sentir. Une étude par la chercheuse Hila Dotan met en évidence à quel point avoir des amitiés au travail est bénéfique. Cependant, cette étude souligne également que pour que l'effet escompté s'applique vraiment, il faut que l'amitié soit sincère. Alors, vous allez me dire, comment en juger? En gros, elle affirme qu'il faut qu'il y ait le moins de facteurs possibles qui entrent en jeu pour forcer cette amitié. Et oui, les team building ne sont peut-être pas aussi efficaces qu'on le pensait. Pour aller plus loin, et vous allez voir, le lien va être encore plus évident, la chercheuse Patricia Sias a publié une étude qui met en avant que les relations amicales au travail peuvent poser problème, car des conflits professionnels peuvent y survenir et brouiller encore plus la frontière. Et autant vous dire que pour les youtubeurs, la frontière est rapidement transformée à l'état de poussière. Comment savoir si un créateur avec qui vous vous entendez bien vous parle par intérêt ou amitié? Comment savoir, en cas de conflit ou même de perte de notoriété, s'il sera toujours là pour vous soutenir? Jimmy Felcon avait abordé ce sujet, disant s'être senti lâché par ses amis créateurs quand ses vues ont commencé à décliner. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est la présence de la caméra durant une bonne partie de cette relation. Aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus, on se met en scène dans nos relations. On se filme avec nos potes, on poste sur Instagram ou sur TikTok. Ces moments que l'on sélectionne constituent, et c'est tout à fait logique, les meilleurs moments, comme un best-of. Maintenant, imaginez une relation qui se concentre quasiment exclusivement sur cette mise en scène. Le retour à la réalité est alors forcément d'autant plus violent et compliqué. Puisque tout est joué face à une caméra, on peut être soi-même pris dans l'illusion que ce qui a lieu est la vérité. Or, ce n'est pas le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que les youtubeurs et les youtubeuses qui mettent en scène leur amitié vont immédiatement créer une relation
relation parallèle et parcellaire qui sera diffusée sur les réseaux sociaux. Ces extraits de relations constitueront pour le public l'essentiel de cette dernière, alors que, comme je l'ai dit, ils n'en sont qu'une infime partie. Le problème, c'est que les participants eux-mêmes de ces relations peuvent s'y tromper. En fait, le dispositif est extrêmement important, car il ne va que capter certains instants qui vont capitaliser l'attention des viewers, mais risque également de capitaliser l'attention des créateurs, alors qu'encore une fois, la vraie relation est bien plus complexe. Tout comme certains youtubeurs sont persuadés d'être eux-mêmes dans leurs vidéos. Ce qui, en réalité, veut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, on est tous quelqu'un de différent, notamment quand il y a une caméra en face de nous. Genre là, je suis pas moi-même, je suis pas Adam Bensoussan. Déjà, je suis Adam Brosse, et en plus, je suis Adam Brosse devant une caméra qui s'exprime et qui lit plus ou moins un texte. Donc ne croyez pas les youtubeurs qui vous disent « je suis moi-même en vidéo », parce que c'est pas le cas. Et je pense qu'ils mentent pas consciemment, c'est juste qu'ils se rendent pas compte qu'en fait non, ils peuvent pas être eux-mêmes en vidéo, parce que personne n'est soi-même en vidéo. Certains youtubeurs sont ici persuadés que la mise en scène de leur relation est représentative de celle-ci. Le problème peut avoir lieu quand la conscience du niveau de mise en scène d'une relation diffère d'une personne à une autre. Amixem semblait avoir conscience que la relation qu'il entretenait avec les autres membres de la Redbox était très circonscrite aux vidéos, ce que Mastu et Joyka n'avaient pas anticipé. C'est pour cette raison que les relations de youtubeurs, qui se passent souvent le mieux et sont les plus saines, ont souvent été construites avant, comme McFly et Carlito ou Le Monde à l'envers par exemple. Pareil, cela explique que certaines relations paraissent étonnantes, comme l'amitié entre Usul et le joueur du grenier, qui renvoie des images totalement différentes par le biais des réseaux sociaux et des vidéos, et qui ont pourtant été amis pendant très longtemps. Et ça, c'est sans compter le fait qu'une amitié au sein d'un milieu professionnel qui génère autant d'argent que YouTube peut faire face à des problèmes de jalousie ou encore des problèmes de business. Certains ont même créé des liens entre le départ de Webedia de Squeezie et le rachat par Webedia de l'entreprise de Cyprien, comme si cela était lié à leur froid. Bon, je préfère prévenir avant que vous vous enflammiez, c'est qu'une théorie parmi d'autres que j'ai vu passer, mais je trouvais intéressant de la relier à ça parce que je trouve que ça collait au sujet, mais j'en sais rien, hein. C'est très probablement pas ça et quelque chose dont on n'a simplement aucune idée. C'est aussi une des raisons avancées par Richard lors de son embrouille avec son ancienne meilleure amie Maroise, Doll Beauty, qui lui aurait reproché d'être invité à des événements sans elle. Et parfois, simplement l'amitié s'arrête pour des raisons extérieures au monde de YouTube, comme ça semblait être le cas pour Kiyu et encore une fois The Doll Beauty, où le problème semblait être une histoire de loyer et de factures d'électricité impayées. Et c'est là que va intervenir un second facteur extrêmement important au-delà même de la caméra. C'est évidemment la communauté. En effet, les viewers sont extrêmement impliqués dans la relation de leur youtubeur préféré. Ce sont les fameuses relations parasociales qui font qu'on va se sentir proche d'une personne que l'on ne connaît qu'à travers un média. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers mes nombreuses vidéos à ce sujet ou celles de Cyrus North. Alors, je sais qu'en commentaire, beaucoup d'entre vous vont me dire qu'ils ne se sentent pas concernés et qu'ils se mettent à distance. Mais il faut être honnête, c'est un processus qui touche énormément de gens, si ce n'est tout le monde. Après, c'est à différentes échelles. Certains, par exemple, ne vont pas forcément ressentir ça avec les influenceurs, mais énormément avec les personnages de séries, ce que je trouve personnellement encore plus incompréhensible. Dernièrement, on a beaucoup vu ça avec Euphoria, dont certains fans parlent des personnages et de leurs relations comme s'ils étaient réels. Ils vont donc juger et décider d'aimer ou pas un personnage, non pas selon l'intérêt scénaristique, son développement ou ses enjeux, mais selon s'il est gentil avec les autres, sa relation avec les personnages que l'on aime bien, etc. De même, c'est aussi ce qui nous pousse à être triste lorsqu'un personnage que l'on aimait bien meurt ou rompt avec une autre personne. Et c'est de plus en plus le cas car, que ce soit du côté de la télé-réalité ou des séries, chaque élément culturel essaye ces derniers temps de tirer vers soi la couverture d'un supposé réel comblerait la volonté de voyeurisme de l'audience. Et autant vous dire que les youtubeurs remplissent parfaitement cette condition. Et d'ailleurs, ils en jouent, la plupart mettent en avant leur vie privée. D'ailleurs, Cyprien, dans sa vidéo, met plus ou moins en avant sa vie privée, puisqu'il annonce qu'il va être papa, il annonce qu'il va avoir un enfant, et ça marche très bien en fait. Pourquoi ils font ça? Parce que ça marche très bien, parce que ça crée de l'engagement, et je le vois très bien, moi aussi, dès que je partage un petit peu de ma vie privée sur les réseaux sociaux, d'un seul coup, mon taux d'engagement quasiment double. Regardez, par exemple, bon là, même si c'est un cas particulier, depuis que Cyprien a parlé du fait qu'il ne parlait plus avec Squeezie et donc a exposé un peu de sa vie privée et de cette relation privée, il suffit de regarder sur Google Trends, qui analyse du coup les recherches Google pour des mots-clés particuliers, et regarder l'évolution de Squeezie et Cyprien sur les dernières semaines. C'est assez évident. Mais ce que je trouve intéressant, et surtout à relever sur notre jugement des relations entre influenceurs, c'est que ça va plus loin que la simple relation parasociale pour moi. Dans la relation parasociale, on va juger et apprécier ou non un individu qu'on ne connaît pas à travers l'image qu'il renvoie et qu'on se fait de lui.
On va dire que Michou a l'air hautain, Auria sympathique ou Léna pas très intelligente. Évidemment, on n'en a absolument aucune idée. Et comme je l'ai dit, on va plutôt se baser sur des faits détournés et mis en scène. Notre cerveau, qui a besoin de produire du sens, va alors créer une représentation confortable permettant de juger chacun des influenceurs. Sauf que cette fois, on va juger des relations qu'on ne connaît pas entre des personnes qu'on ne connaît pas. Il y a deux niveaux d'absence de connaissance et donc deux niveaux de relations parasociales. Et ça peut mener à des énormes erreurs de jugement. Par exemple, je suis sûr qu'une partie de la communauté d'Emma Paris, anciennement Emma K-Cup, était triste à l'annonce de sa séparation avec Oltean Vlad. Pourtant, elle s'est ensuite confiée plus en détail sur cette relation, expliquant qu'elle était tout sauf idyllique. À noter que même avec le témoignage d'Emma, que je remets pas du tout en cause et qui est d'ailleurs assez marquant et assez poignant, on n'a pas du tout l'entièreté et une bonne visibilité de ce qu'était cette relation. Puisque là, on a simplement un témoignage subjectif d'une trentaine de minutes. Et, leur relation a duré plusieurs années et forcément, il y a eu différentes visions qui peuvent se contredire, même si on peut se mettre d'accord sur le fait que cette relation avait pas du tout l'air saine, ça pour le coup, c'est indéniable. Mais c'est pour dire que même avec une vidéo comme ça, qui nous donne l'impression de savoir quasiment tout de cette relation, eh ben en fait, pas du tout. Le problème avec l'audience, c'est que son niveau d'implication dans les relations entre youtubeurs est complètement disproportionné avec son niveau de connaissance de celle-ci. Comment expliquer que Cyprien et Squeezie finissent en top tweet parce qu'ils ne se parlent plus? Encore une fois, on ne parle pas d'un clash ou de la création de deux camps, simplement d'un éloignement. D'ailleurs, cet événement m'a marqué et m'a poussé à faire cette vidéo, car il est pour moi la preuve ultime que les viewers s'attachent aux relations autant qu'aux créateurs. Car individuellement, le fait que Cyprien et Squeezie ne se parlent plus n'a pas changé grand-chose à leur contenu sur leurs chaînes respectives. La déception ne vient pas comme pour Caroline et Safia, par exemple, de la fin d'un duo, qui était surtout connu pour leur dynamique à deux, mais bien de la fin de la relation supposée. Enfin, je voulais aussi rappeler que l'implication du public peut être problématique, en prenant le côté inverse. L'audience va avoir un effet sur la relation entre les youtubeurs. Parce qu'il est temps de mettre fin à un mythe qui perdure inconsciemment chez beaucoup de gens. La plupart des influenceurs lisent ce qu'il se dit à leur sujet. Le petit tweet innocent ou le commentaire incendiaire vont probablement être lus par le youtubeur. Ça m'a fait bizarre aussi quand j'ai pris conscience que les gens dont je parlais regardaient parfois mes vidéos. Et je me suis étrangement senti investi d'une autre responsabilité. En effet, si vous êtes ami avec une personne et que vous voyez tous les jours passer des messages de gens persuadés qu'elle est amie avec vous pour l'argent ou pour votre succès, cela va forcément avoir un effet sur la manière dont vous abordez cette relation. Vous risquez d'être plus méfiant par exemple, car il est impossible d'ignorer complètement ces messages. Du coup, j'ai carrément fait un petit schéma que je me permets de vous montrer là, où en fait on voit bien qu'à la base, il y a une relation réelle entre deux influenceurs, bon voilà, qui est cette ligne droite, cette ligne noire, qui est une ligne, parce que voilà, elle a un début, une fin, et ensuite, cette relation, elle va être filmée en partie, donc la caméra ne va capter que quelques instants de cette relation, des instants qui vont être choisis déjà au préalable, et qui vont être, comme je l'ai dit, joués, parce que quand on a une caméra face à soi, on n'est pas naturel. Et ensuite, sur cette partie filmée, il y a seulement une partie qui sera montée, puis diffusée au public, et donc le public n'a accès qu'à seulement des extraits de cette relation qui est filmée, qui est déjà des extraits de la relation réelle, et pourtant on va se baser là-dessus pour juger l'entièreté de la relation. Autant vous dire que c'est une manière de montrer qu'on se base sur rien pour juger énormément. Tous ces questionnements n'ont évidemment pas de grande réponse ou de solution. YouTube et l'influence sur Internet ne sont pas les seuls domaines touchés par ce problème. Les stars de télé ou les acteurs, par exemple, étaient également concernés. Mais je pense que ça n'a jamais été aussi fort. Ce qu'il faut faire désormais, c'est essayer d'avoir un maximum de distance. Il est impossible de faire complètement fi des relations parasociales. Pour autant, je pense qu'il est possible de les tempérer. Encore plus dans les cas qui sont loin d'être graves comme Amixem et Mastu ou Cyprien et Squeezie, il faut préférer la suspension de jugement. Se garder de donner son avis sur une histoire dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Et surtout, garder à l'esprit que tout le dispositif de YouTube, sa mise en scène, ses caméras et ses montages ont comme objectif de créer l'illusion du réel pour nous pousser à nous investir dans des relations qui ne nous concernent pas et qu'on ne connaît pas. Mais une fois l'écran éteint, l'illusion s'évapore et la relation fantasmée avec.